Bonjour, messieurs et mesdames les présidents, mes chers collègues. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous aujourd'hui à Marrakech. Moi, je suis à Paris, mais euh, il fait plus frais qu'à Marrakech. Mais nous allons quand même pouvoir travailler et je vais faire avec vous une mise au point sur les vascularites systémiques, à la fois dans leur diagnostic, les conduites à tenir, avec quelques nouveautés qui me paraissent tout à fait intéressantes. Alors, tout d'abord, mes liens d'intérêt qui ne sont pas très importants et qui sont essentiellement en rapport avec les protocoles thérapeutiques que j'ai animés. Autrement, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier avec les médicaments dont je vais vous parler. Classer les vascularites, c'est la première étape. C'est la chose incontestablement la plus importante à faire. Et vous voyez que la nomenclature de Ciappelli, qui est à mon avis la meilleure des classifications, est relativement simple. 3 groupes de maladies, les vascularites des vaisseaux de gros calibre, celles de moyen calibre et celles de petit calibre. Alors là, il y a beaucoup de vascularites. Alors vous qui êtes au Maroc, vous remarquerez que la maladie de B7 n'y est pas. Elle n'y est pas parce que c'est une vascularite très particulière qui va concerner les vaisseaux de toute taille. On trouve à la fois des artères qui sont intéressées, des veines, des vénules, des capillaires. Véritablement, c'est une maladie très à part et elle n'a pas besoin de cette catégorisation aussi précise que celle qui est mentionnée ici. Mais personne ne l'oublie, bien entendu. Alors, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, je pense que vous êtes tous plus compétents que moi dans ce domaine, ou au moins aussi compétents, donc on peut passer sur les autres vascularites. Alors, les vascularites des vaisseaux de gros calibre, c'est le Takayasu et l'artérite à cellules géantes, qu'on appelle en français maladie de Horton. Les vascularites des vaisseaux de moyen calibre, c'est la périartérite noueuse, et je vais vous en dire un mot, ainsi que la maladie Kawasaki, qui est une maladie que l'on observe essentiellement chez le nourrisson et chez le tout petit enfant, plutôt au Japon et dans les pays asiatiques, mais on en voit également quelques-uns sous nos climats. Alors le grand sujet, ce sont les vascularites des vaisseaux de petit calibre, parce qu'il y a 2 groupes, les vascularites associées à un anticorps, les ANCA, et j'aurai l'occasion samedi de parler un peu de ces ANCA dans la première présentation que je vais faire. Et il y a dans ce groupe la polyangéite microscopique, la granulomatose avec polyangéite, qui est la maladie de Wegener, et cette maladie est bien sûr au cœur de vos préoccupations. Et puis les granulomatoses éosinophiliques avec polyangéite, qu'on appelle aussi maladie de Churg-Strauss, et qui intéressent les ORL, puisqu'il y a des sinusites et des polyposes nasales. Dans ce même groupe, il y a les vascularites à hymen complexe, elles sont quand même très nombreuses, avec les purpura rhumatoïdes, les cryoglobulinémies, bon, il y en a d'autres multiples. Et ici, vous n'avez en fait que la description des vascularites primitives, car il y a toutes celles qui sont secondaires à une autre maladie systémique qui s'ajoutent à cela. Donc voici comment on classe les vascularites aujourd'hui. Alors je vais commencer par vous parler de la périartérite noueuse. C'est une maladie qu'on ne voit presque plus. On n'en voit plus en France, vous en voyez probablement très peu également au Maroc. Vous voyez que c'est une prévalence qui n'est pas négligeable. Alors la prévalence, ça veut dire que des malades sont en vie parce qu'ils ont guéri d'une vascularite qu'ils ont eue peut-être 30 ans ou 40 ans avant. Donc il y a un contraste entre une prévalence relativement forte et une incidence qui, elle, est absolument minime et qui est encore moins fréquente que ce qui est inscrit ici. Alors, la raison en est simple, c'est une vascularite où on a isolé le virus de l'hépatite B comme cause de cette vascularite. Et depuis qu'il n'y a plus de virus de l'hépatite B, ou très peu, puisqu'on vaccine largement les populations, eh bien, la maladie a disparu. Alors, vous allez dire, pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que c'est le prototype des vascularites et du groupe particulier des vascularites nécrosantes, puisque toutes les vascularites ne sont pas nécrosantes. Alors, il y a dans la PAN une panartérite, c'est-à-dire les 3, le terme périartérite n'est pas un bon terme, on devrait dire panartérite. Il y a une nécrose fibrinoïde de la média, une réaction cellulaire de l'adventice et une prolifération intimale. On voit des lésions d'âge différents et quand sa cicatrice évolue vers l'endartérite fibreuse,
Et si on fait une biopsie 10 ans après une PAN, il est impossible de faire un diagnostic de périartérite noueuse puisque les lésions d'endartérite fibreuse ne sont absolument pas spécifiques. Voici l'illustration. Ce que vous voyez en rose dans la média de l'artère, c'est la nécrose fibrinoïde. Il y a la thrombose est l'aboutissement de cette vascularite, et puis une réaction inflammatoire périvasculaire qui ne forme pas de granulome, mais on verra qu'il y a des vascularites où il y a un granulome extravasculaire. C'est le cas, par exemple, de la maladie de Wegener. Mais dans tous les cas, d'angine nécrosante, c'est cette image que l'on voit. Un peu de clinique. Alors, la clinique de la PAN, c'est une altération profonde de l'état général, amaigrissement et fièvre, une neuropathie périphérique, ce qu'on appelle une multinévrite, ou on devrait appeler ça aujourd'hui une mononévrite multiple, des maladies, des douleurs articulaires, sans arthrite à proprement parler, des myalgies, et puis des atteintes cutanées qui nous aident beaucoup pour faire le diagnostic, puisque le purpura est quand même très caractéristique. Et puis il y a des formes beaucoup plus graves, les atteintes rénales, je vous montrerai une illustration de ce que cela peut donner, une hypertension qui est satellite de l'atteinte rénale, des signes digestifs, avec souvent des perforations, des hémorragies gravissimes, et puis des atteintes cardiaques. Alors voilà, par exemple, le purpura, quand on voit ça au niveau d'un pied ou d'un autre, une partie du membre inférieur, on fait le diagnostic immédiatement. C'est un purpura vasculaire, mais qu'il est surélevé. Si vous le touchez, on dit qu'il a du corps. Il suffit de le biopsier, on a un diagnostic de vascularité. La multinévrite, c'est également très caractéristique parce que c'est asymétrique. Ça touche plutôt les sciatiques poplitées internes et externes, c'est-à-dire les membres inférieurs, et c'est une maladie sensitivo-motrice, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la paralysie et de l'engourdissement. Alors on peut avoir d'autres extensions, mais là c'est beaucoup plus rare, et les nerfs crâniens ou les vessies neurologiques ou les atteintes plexiques, c'est véritablement plutôt exceptionnel. Alors l'atteinte rénale, c'est très intéressant et très important, parce que nous comprenons ainsi beaucoup de choses sur les vascularites. C'est une néphropathie vasculaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des infarctus rénaux avec une hypertension artérielle. Je m'explique. Le vaisseau est un vaisseau de moyen calibre, il pénètre le rein et il s'obstrue. Donc, il y a un infarctus rénal. C'est la maladie qui va donner des infarctus rénaux. Alors que dès qu'on va arriver dans les vascularites des vaisseaux de tout petit calibre, comme la maladie de Wegener, par exemple, ici, on est sur du micro-vaisseau. Donc, il n'y a pas d'infarctus rénaux, mais il va y avoir des lésions du glomérule directement et des glomérulonéphrites. Donc, la distinction que l'on peut faire entre une PAN et une maladie de Wegener, c'est que dans la PAN, il n'y a jamais de glomérulonéphrite, alors que dans la PAN, il n'y a jamais de glomérulonéphrite, alors que dans la maladie de Wegener, il peut y en avoir. Alors voilà une image qui illustre tout à fait cela avec l'infarctus rénal. Et vous voyez les anévrismes, véritables petits sapins de Noël, ici, qui sont ces dilatations ectasiques. Mais vous voyez, l'infarctus est parfaitement visible ici. Alors si je vous reparle de PAN, c'est parce qu'il y a des nouveautés. Non pas dans la PAN elle-même, parce que je vous dis, on n'en voit presque plus, mais on a décrit ces dernières années une maladie très particulière qui touche les enfants, qui est une maladie familiale et qui se caractérise par un tableau de périartérite noueuse avec une forte importance des accidents vasculaires cérébraux. Donc, il y a à la fois du nerf périphérique et une atteinte centrale. Et on a mis en évidence une mutation génétique de l'adénosine déaminase 2. Alors, on sait que le gène muté, c'est CECR1, qui va induire ce déficit en adénosine déaminase 2. Donc, on appelle ça DADA2, c'est déficit en adénosine, etc. Donc, ce produit, la déaminase 2, est un facteur de croissance des cellules endothéliales et ça aide à la différenciation cellulaire, donc il y a une vasculopathie. Alors, voilà ce que l'on observe. On observe des atteintes cutanées, vous en voyez ici avec un livet d'eau. Regardez cette superbe image en B de l'atteinte vasculaire de PAN, et puis les accidents vasculaires. Alors ça, c'est décrit depuis 5-6 ans, c'est très récent. Et on en voit, moi j'en ai vu déjà plusieurs cas.
La caractéristique, c'est les petites séries, bien sûr, les malades sont hautement fébriles, ils ont des accidents vasculaires, cérébraux, hémorragiques ou ischémiques, des atteintes des nerfs crâniens, du livédo, un gros foie, une grosse rate souvent, et puis les images histologiques typiques de PAN, vous voyez, 1 sur 2 environ, ce qui est beaucoup. Et pour être clair, on a déjà trouvé le traitement. Cette maladie se traite aujourd'hui très bien, ou en tout cas pas si mal que ça, avec les anti-TNF. Deuxième maladie dont je voulais vous parler, et là c'est tout récent, vous voyez, 31 décembre 2020, donc ça a moins d'1 an, on décrit un nouveau syndrome auto-inflammatoire. Ça n'est pas un V7, ça n'est pas une PAN, mais c'est proche de cela puisqu'il y a des vascularites qui sont observées. Et là, c'est une mutation somatique d'un autre gène, UBA1. Et ce syndrome s'appelle le VEXAS. Alors, je pense que les uns comme les autres, on ne va pas en voir beaucoup, mais il faut l'avoir en tête, parce qu'après tout, un jour, on en verra. Ce sont majoritairement des hommes, presque que des hommes, puisque c'est lié à l'X, d'où le X de VEXAS. Il y a dans le muscle des vacuoles, il y a une atteinte d'un enzyme, qui est l'enzyme de l'ubiquitine. C'est un syndrome auto-inflammatoire et il y a une mutation somatique. Et c'est une maladie qui, quand même, peut vous intéresser, puisque vous voyez qu'il y a des chondrites. Alors, une chondrite chez un homme aujourd'hui, eh bien, il faut rechercher cette maladie. Et cette maladie se recherche simplement par la recherche génétique, tout simplement. Et puis, on sait qu'il y a une atteinte hématologique. Et cette atteinte hématologique, eh bien, il faut la prendre en charge comme telle. Revenons sur notre nomenclature de Chapelier et nous allons aller au second groupe, qui sont les vascularites associées aux ANCA. Alors, je vais vous donner les principales caractéristiques de ces vascularites. On touche les petites artères, les capillaires, les veineux. On va décrire un anticorps, ou plutôt plusieurs anticorps, mais l'anticorps global, c'est l'anticorps antineutrophile, anticytoplasmique neutrophilique. Et donc, les ANCA, il y en a 2 catégories en ELISA. L'antimyélopéroxydase, qu'on va observer dans la polyangine microscopique d'une part et dans la maladie de Churg-Strauss d'autre part, et les antiprotéinases 3 que l'on observe dans une maladie qui est la maladie de Wegener. Il y a quelques Wegener anti-myélopéroxydase, mais c'est exceptionnel, retenez, antiprotéinase 3 égale maladie de Wegener. Donc ça, vous allez en voir. C'est 80-90% des malades avec Wegener qui ont cet anticorps, et depuis qu'on l'a, on fait des diagnostics plus nombreux et plus précoces. Alors nous sommes dans le petit calibre, donc il y a ce qu'on appelle une capillarite. Et c'est cette capillarite qui explique que les patients crachent du sang, il y a une hémorragie alvéolaire, puisque dans le poumon, il n'y a pas de vaisseau de moyen calibre ni de gros calibre, il n'y a que des capillaires, puisque c'est une surface d'échange. Et ces tout petits vaisseaux vont saigner, et donc il y a l'hémorragie alvéolaire. Et puis il y a l'atteinte rénale, dont je vous ai expliqué tout à l'heure le mécanisme. À côté de cela, et ça se distingue bien sûr des périartérites noueuses, il y a des granulomes. Alors, des granulomes, on les voit dans la GPA, Wegener, et dans la GEPA, Churg-Strauss. Alors, ce sont des granulomes parfois très volumineux. Les nodules pulmonaires d'un Wegener, c'est du granulome majoritairement. Alors voilà les ANCA. C'était une grande découverte, c'est intéressant, c'est 85, c'est pas vieux. Hein. Et vous voyez que la fluorescence est dans le cytoplasme, alors que alors on les appelle C-ANCA, cytoplasmiques, et les P-ANCA, c'est parce qu'ils sont périnucléaires. Alors périnucléaires, les voyez très bien au-dessus, mais ça reste des anticorps du cytoplasme. Ça, c'est simplement une représentation, une iconographie. Aujourd'hui, alors faire des fluorescences, c'est extrêmement simple, c'est rapide, on a les résultats en 2 heures et ça ne coûte pas cher. Faire un ELISA anti-PR3, un ELISA anti-MPO, c'est un peu plus complexe, mais nous encourageons quand même à faire cet ELISA, même systématiquement, chez des malades chez qui on suspecte très fortement le diagnostic. Ce n'est pas un test de routine, mais c'est un test que l'on fait quand même très largement. Alors, ces ANCA ont un intérêt. Ils ont un intérêt diagnostique, on l'a vu. Ils ont également un intérêt pathogénique, parce qu'ils sont
pathogène pour le vaisseau. Et je vous en donne ce petit exemple. Alors, c'est bien démontré pour la myéloperoxydase, c'est moins démontré pour la protéinase 3 parce que c'est techniquement plus complexe, mais ces anticorps sont pathogènes. Alors, si vous prenez des souris qui sont knock-out pour la myéloperoxydase, n'ont pas le gène, n'ont jamais rencontré la myéloperoxydase, et vous leur injectez de la myéloperoxydase, ces souris vont immédiatement fabriquer des anticorps anti-myéloperoxydase, les ANCA. Alors, vous prenez ces anticorps et vous les injectez à une autre série qui, elle aussi, a été franchement manipulée, qui est NEC pour RAC2, et on injecte l'antimyéloperoxydase et la souris, très gentiment, va fabriquer une glomérulonéphrite. Elle fait une glomérulonéphrite liée à l'injection de l'anticorps. Donc, alors, si vous injectez le sérum global, l'immunoglobuline IgG, etc., c'est pareil, elles font une glomérulonéphrite. Donc, on a la démonstration du caractère pathogène de cet anticorps. Donc, on a isolé ce groupe, et ce groupe est d'autant plus important que maintenant, on a défini des traitements très précis pour comprendre cela, et pour comprendre quel traitement il faut choisir. Alors, la fréquence de l'anticorps, dans la maladie de Wegener, c'est 80%, plus de 80%. Dans les formes localisées, celles que les ORL voient souvent, il n'y a pas encore d'atteinte pulmonaire ou rénale, donc ils n'en trouveront que dans 50% des cas. Alors, la polyangine microscopique, c'est pareil, plus de 50% des cas, mais si vous vous concentrez sur le groupe avec atteinte rénale, c'est pratiquement 100% des cas. Dans le Churg-Strauss, c'est différent, c'est 30% ou un peu moins de 30%. Et c'est très important parce que là, ça signifie que la maladie de Churg-Strauss, c'est une vascularite dont la pathogénie n'est pas uniquement les ANCA, mais qu'il y a d'autres mécanismes. On sait aujourd'hui que l'éosinophile lui-même est toxique par le biais des cytokines qu'il sécrète, comme l'interleukine 5. Et donc, on a beaucoup de médicaments qui apparaissent aujourd'hui qui sont des anti-IL5. Quant à la périartéridinose, il n'y a pas d'ANCA et c'est un moyen de faire le diagnostic de PAN. Si vous trouvez des ANCA, ce n'est pas une PAN. Alors, la description, je ne vais pas entrer dans le détail puisqu'on en a déjà parlé avec quelques éléments, mais je vais vous parler surtout du traitement parce que c'est là qu'il y a d'intéressantes nouveautés. Alors, on va revenir sur le passé. Le passé, ce sont les événements qui ont influencé les choix des traitements. Alors déjà, jusqu'à la fin des années 70, on ne traitait pas ces malades. Et le traitement de ce qu'on appelait à l'époque PAN ou maladie de Wegener, avec souvent des chevauchements et on n'était pas dans les meilleures conditions pour traiter de façon correcte les malades, eh bien, ils mouraient. Sans traitement, 15% de survie. Le Wegener, il y avait quelques personnes qui en réchappaient, on ne sait pas par quel miracle, mais globalement, les malades mouraient. Et mouraient dans un délai de 5 ans environ, parfois plus tôt. Et puis, la description par Fauci de l'efficacité du cyclophosphamide, toute petite série, 22 malades, a permis de voir que l'on faisait un saut qualitatif, et notamment un saut qualitatif par rapport à la corticothérapie qu'on donnait déjà dans ces années-là. Mais la corticothérapie mettait les malades en rémission, mais ne les empêchait pas de rechuter et les guérissait pas. Deuxième étape qui me paraît importante, c'est la mise en évidence du virus de l'hépatite B par Trépeau et du virus de l'hépatite C par Ferry. Là, on est carrément dans les années 90. Ce sont des causes des vascularites. Et avec Christian Trépeau pour le virus de l'hépatite B, et ensuite avec un modèle thérapeutique similaire chez les Italiens, on a montré qu'en donnant des antiviraux, on guérissait la vascularite. L'étape suivante, ça a été Foucault van der Voort aux Pays-Bas qui décrit le premier les ANCA. Et donc, on a enfin un marqueur diagnostique de la maladie. Dans le sous-groupe des ANCA, c'est Janet Hatchapeli en 88 qui décrit les antimyéloperoxydases. Et de tout cela débouche aussi la nouvelle nomenclature, la classification que je vous ai montrée. Et véritablement, à partir de ce moment-là, on a pu parler tous le même langage et mettre au point des traitements plutôt efficaces.
Alors, voici justement, pour illustrer cela, un article de 79, historique, qui montre comment on traitait la périartériose, ou plutôt comment on ne la traitait pas ou mal. Vous voyez que sans traitement, à 80 mois, il n'y a que 13% de survie. Avec les corticoïdes, c'était un peu mieux, mais c'est quand même pas très brillant, puisque 10 ans après, il n'y a qu'un tiers des malades en vie. Et il a fallu l'arrivée des immunosuppresseurs pour qu'on soit à 10 ans à 70% de survie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Et vous allez d'ailleurs en voir la preuve. Quand vous traitez un patient, il faut avoir un traitement codifié. Mais la codification n'exclut pas le sur-mesure. Alors, sur-mesure, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. On réfléchit, on trouve la bonne catégorie, on cherche le bon traitement, et puis on utilise les protocoles qui ont déjà été publiés. Donc, il faut tenir compte du type de vascularite, par exemple une vascularite associée aux ANCA. On tient compte comme ça des mécanismes pathogéniques. On évalue la sévérité à J0 qui peut nous guider. On ne traite pas de la même façon une polyangine microscopique qui se traduit par un purpura tout seul et un malade qui est en réanimation avec une dialyse. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On va donc établir des scores de sévérité. Et puis, on a deux traitements, je vais y revenir. Traitement d'attaque, traitement d'entretien. Et sur le traitement d'entretien, on ne sait jamais lequel choisir et combien de temps traiter. Et pour cela, on va essayer de mettre en évidence des marqueurs qui vont être prédicteurs des rechutes. Quant au long terme, combien de temps on traite, c'est une question qui n'est pas encore résolue, mais je vais vous donner un certain nombre de pistes. Alors, le traitement, c'est simple. Traitement d'induction, qui aujourd'hui est un traitement court, 3 à 6 mois. La plupart des malades sont en rémission complète après 3 mois de traitement. Alors, on donne des corticoïdes à une dose initiale assez forte, mais le grand progrès, c'est qu'on la diminue au bout de 15 jours très vite. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 mois, les malades doivent recevoir 20-25 mg de corticoïdes, 30 peut-être, mais pas plus. Et donc, on arrive à traiter avec moins de corticoïdes et ainsi, on a moins de complications. Et puis ensuite, on rajoute un immunosuppresseur. Et pour le Wegener, pour la GPA, c'est systématique, immunosuppresseur ou maintenant rituximab. Alors, rituximab, je ne vous cache pas que c'est un traitement très, très efficace, mais on va y revenir un peu plus loin. Le problème que cela pose aujourd'hui, c'est sa longue efficacité dans la déplétion lymphocytaire B. Et comme nous avons la pandémie Covid, ne pas fabriquer d'anticorps qui nous protègent contre d'autres infections, contre un certain nombre d'infections, ça pose quand même problème. Donc, on va y revenir. Et alors, après le traitement d'induction, on donne un traitement d'entretien qui n'a qu'un seul rôle, c'est prévenir les rechutes. Alors, ça peut être de la corticothérapie à dose faible, et puis il y a des immunosuppresseurs, azatioprine, méthotrexate, Celcept. Nous n'en prescrivons plus, ça n'a plus d'intérêt. On fait beaucoup mieux avec le rituximab, comme je vais vous le démontrer. Alors, grâce à ça, on a quand même des résultats fabuleux. Ça, c'est les grands protocoles du groupe européen des vascularites. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces protocoles, mais vous voyez que la survie à long terme est de 92% dans des formes moyennement sévères, et dans les formes les plus sévères, les maladies dialysées en réa, etc., on est quand même à 78% de survie à 10 ans. Donc, tout à fait exceptionnel. Ici, vous avez les chiffres du groupe français d'études des vascularites, avec là aussi, à 10 ans, on est à 92% de survie, ou 90% de survie, toutes sévérités confondues. Et dans les groupes les plus sévères, qu'on appelle FFS, c'est le Five Factor Score, je vous en dirai un mot, eh bien là aussi, on a de très très bons résultats. Et même dans l'étude RAVE, c'est l'étude qui a évalué pour la première fois le rituximab en traitement d'attaque des vascularites associés aux ANCA, dans le groupe recevant du rituximab, la survie est de 99% à 18 mois. Donc aujourd'hui, si on traite bien les malades,
de rares exceptions près, il y a des gens qui ont malheureusement des formes toujours très sévères, eh bien, on ne meurt plus de ces maladies. Alors, dans les formes aiguës, on a tendance souvent à ajouter des échanges plasmatiques. Alors, les échanges plasmatiques, c'est une idée simple. Vous voyez un malade en phase aiguë et vous épurez ses anticorps. Donc, si on épure les anticorps, on n'a plus de lésions. Enfin, c'est un peu mécanistique, mais c'est comme ça qu'on a vu les choses. Et puis, on module assez profondément en fait, l'immunité par des mécanismes sur lesquels je ne vais pas les détailler. Mais à long terme, et nous l'avions démontré dans une étude randomisée publiée en 92, donc on avait commencé dans les années 80, eh bien, nous ne modifions pas la survie globale du groupe, que l'on donne corticoïdes ou corticoïdes plus échange, et dans une forme plus sévère, corticoïdes endoxant versus corticoïdes endoxant et échange plasmatique, il n'y a pas non plus de différence significative. Ça ne m'a jamais surpris, parce que je ne vois pas pourquoi donner 6 ou 7 séances ou 9 séances en 3 semaines au début d'une maladie aurait une telle influence sur le pronostic à très long terme. Alors, ceci a été corroboré par une très très large étude à laquelle nous avons largement participé aussi, qui est la randomisation des échanges plasmatiques dans ces vascularites-là associés aux ANCAS, donc un sous-groupe plus précis. Il y avait une deuxième question qui était à la randomisation de la dose de corticoïdes, c'est que les malades étaient randomisés échange par échange, et randomisés une deuxième fois, forte dose de corticoïdes, faible dose de corticoïdes. Et il y a plus de 700 malades dans ces études. Donc là, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est un protocole mondial, le monde entier s'y est. Voilà le résultat. Les échanges plasmatiques n'améliorent pas la survie à long terme, mais après tout, je le savais depuis 10 ans, même 20 ans. Et puis, pour la corticothérapie, les doses faibles font aussi bien que les doses fortes. Alors, c'est un grand intérêt, ça, parce que ça montre qu'on surtraite les malades avec les corticoïdes. Donc, il faut lever le pied. À l'inverse, ça ne veut pas dire que garder une faible dose de corticoïdes pendant longtemps n'est pas utile. Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Alors, cependant, il reste des indications des échanges plasmatiques. Alors, l'efficacité, ça peut se faire après échec des corticoïdes, immunosuppresseurs, bolus de méthylprénisolone. Vous rencontrez ces malades de temps en temps. Ils ont eu d'abord les bolus en arrivant aux urgences, on leur a donné 1 mg/kg de corticoïdes, on leur a donné de l'endoxan, et puis ça ne va toujours pas. Donc, rajouter des échanges dans ce contexte-là peut être intéressant. Il y a les patients qui ont des hémorragies alvéolaires graves, menaçant leur survie. Et là, les échanges marchent très bien. C'est d'ailleurs le traitement qu'on donne dans le syndrome de Goode-Pasture. Et les échanges plasmatiques pourraient être efficaces en cas de forme sévère et récente de neuropathie périphérique. Je suis désolé, il y a quelques fautes d'orthographe qui ne sont pas de mon fait. J'écris à peu près correctement, je crois, le français, mais comme le logiciel de correction est en anglais, il a fait des fautes et a modifié des mots. Écoutez, j'en suis tout à fait désolé. Mais je pense que la signification générale est quand même assez claire. Alors maintenant, on va voir la prévention des rechutes. Après la phase d'attaque, prévention des rechutes. Alors, la prévention des rechutes, c'est un traitement plus léger. Et ça, on l'a démontré après cette étude qui s'appelle Cicasarem. Autrefois, on traitait l'endoxan, on donnait de l'endoxan pendant 1 an, voire plus, par la bouche en plus, donc très toxique. Et donc, il y a eu ce protocole randomisé où globalement, on a donné 3 à 6 mois d'endoxan par la bouche avec de l'Immurel après, versus 1 an, qui était le classique dans les débuts des années 2000, d'endoxan et après de l'Immurel. Et vous voyez que la survie est la même dans les deux groupes, et donc vous avez le même résultat en épargnant un long traitement d'endoxan et donc moins d'effets secondaires à long terme de ce médicament, long et court terme d'ailleurs. Donc depuis, on sait qu'on s'arrête avec 3 mois d'endoxan et après on donne de l'Immurel. Nous avions essayé de savoir quel était le meilleur traitement d'entretien des vascularites, l'Immurel ou le méthotrexate. Donc tous les malades sont mis en rémission par des bolus de cyclophosphamide. Et ces bolus de cyclophosphamide, je dois dire que c'est l'équipe française qui a mis ça au point et maintenant c'est adopté dans le monde entier.
On sait qu'en donnant des bolus, on délivre beaucoup moins d'endoxan qu'avec la forme orale, et donc on a des réponses thérapeutiques bien meilleures. Au moins aussi bonnes qu'avec la forme orale, beaucoup moins de toxicité. Alors, tous les malades étant en rémission, on les a tirés au sort pour recevoir de l'Immurel ou du méthotrexate. Et après, il y avait encore une politique avec du Bactrim, mais je ne vais pas détailler cet aspect du protocole. En tout cas, méthotrexate comme Immurel, même résultat. C'est la même chose. Alors, vous choisissez celui que vous voulez, en fait. Méthotrexate hebdomadaire, bien sûr, et Immurel par la bouche tous les jours. Mais ce que je vois, moi, dans cette courbe, au-delà du fait que les deux médicaments sont équivalents, c'est qu'ils ne sont pas géniaux l'un et l'autre. Puisque vous voyez qu'à 3 ans, il y a quand même un malade sur 2 qui a rechuté. Et c'est la caractéristique de ces vascularites associées aux ANCA. Il y a beaucoup de rechutes. Alors, la nouveauté est toujours là, donc on a essayé de comparer le mycophénolate mofetil, le Celcept, à l'Immurel. Vous voyez que c'est moins bien. Quand on reçoit du mycophénolate, on a plus de chances de faire une rechute en traitement d'entretien qu'avec l'Immurel. Donc, ce n'est pas le bon choix de traitement. On oublie. Alors maintenant, on arrive aux choses modernes, et les choses modernes, c'est REVE, c'est le rituximab en attaque. Protocole très intéressant. Donc, tous les malades reçoivent des bolus de corticoïdes au début. Un groupe reçoit de l'endoxan oral. Alors, on est aux États-Unis, donc là, ils donnent de l'endoxan oral toujours parce que l'hospitalisation coûte cher, les bolus coûtent cher, etc. Donc, ils sont encore sous oral. Donc, 3 à 6 mois d'oral et de l'Immurel derrière. Et dans le groupe contrôle, 4 injections de rituximab et rien. Placebo après. La première analyse est faite à 6 mois et une deuxième analyse à 18 mois. Alors, à 6 mois, vous n'avez pas de différence entre le groupe rituximab et le groupe témoin, qui a reçu donc endoxan puis Immurel. Donc, ce sont des critères dits de non-infériorité. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas de supériorité du ritux, c'est non-inférieur. Et quand vous regardez l'analyse à 18 mois, elle est très intéressante parce qu'à 18 mois, des gens qui ont été traités initialement par 4 bolus de rituximab ont le même taux de rechute que les patients qui ont reçu de l'Immurel après l'endoxan. Donc on en retient que ça ne vaut pas la peine de donner d'Immurel en traitement d'entretien puisque ça ne sert à rien par rapport à un traitement de rituximab initial. Mais ce que je retiens de cela, c'est qu'à 18 mois, on n'est à même pas 400 jours, on se retrouve quand même avec 40% des malades qui ont déjà rechuté. Et c'est pour ça que notre équipe a proposé de faire un traitement d'entretien et de tester un traitement d'entretien par rituximab. Alors, on a publié ces résultats il y a maintenant 7 ans, Ritux versus azatioprine pour le traitement d'entretien des vascularites en cas, et on a comparé un bras Immurel, 22 mois, et puis des injections sériées de petites doses de rituximab. Vous voyez, c'est 500 mg tous les 6 mois. Au début, on a fait une injection à 2 semaines, et on a démontré depuis qu'elle ne servait à rien, donc une injection tous les 6 mois, ça suffit. Et on a évalué au bout de 28 mois, donc c'est-à-dire un petit bout de temps, quelques mois après l'arrêt des bras thérapeutiques. Dans le groupe Immurel, si je le considère uniquement les rechutes sévères, 28% de rechutes à 28 mois. Dans le groupe rituximab, 3 rechutes, 5%. Donc, pas photo. Et la survie est excellente. Vous voyez, à 5 ans, quasiment tous les malades sont en vie. Donc, c'est la même étude qu'on a suivie jusqu'à 5 ans. Alors maintenant, quand on regarde la survie justement à 5 ans, donc les malades n'avaient plus de traitement après leurs 18 mois, et puis on a vu ce qu'ils devenaient. Alors si on chutait, bien sûr, on les retraitait. Et vous pouvez comparer les deux groupes. On rechute effectivement moins quand on prend du rituximab, mais on rechute quand même. Et donc l'Immurel, c'est par contre une catastrophe, on rechute beaucoup, ce qui veut dire que l'Immurel aujourd'hui en entretien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, le méthotrexate non plus. Donc, rituximab, c'est plus efficace que l'azatioprine pour diminuer le taux de rechute des vascularites associées aux ANCA. Je reviens sur l'étude américaine. L'étude américaine, ils ont stratifié selon que les malades au début
des anticorps anti-myéloperoxydase et des anticorps ou des anticorps anti-PR3. On n'a pas les deux en même temps, on a l'un ou l'autre. Et vous voyez que si vous avez des anti-PR3, vous rechutez beaucoup. Si vous avez des anti-myéloperoxydase, vous rechutez peu. Donc ça, c'est une idée fondamentale parce que dans les choix des traitements, il ne faut peut-être pas surtraiter et traiter de la même façon des malades qui ont des anti-myéloperoxydase. Alors le second protocole que nous avons fait, c'est MENRIT 102. Alors MENRIT 102 avait un but, c'était d'essayer de déterminer si, en faisant des perfusions de rituximab à la demande, c'est quand il y avait des marqueurs biologiques qui apparaissaient, c'est-à-dire les ANCA qui revenaient, ou les CD19, qui est le marqueur de déplétion cellulaire, si on faisait une perfusion juste quand ça montait, on n'avait pas les mêmes réponses. Alors, on a fait un bras contrôle, qui est le bras du MENRIT 101, dont je vous ai montré les résultats, et puis l'autre, c'était à la demande. On monitore les malades tous les 3 mois, on regarde leurs ANCA, et puis si on voit que ça bouge, on traite. Alors, la réponse, c'est très simple. Dans le bras à la demande, on ne donne déjà que 3 injections sur la durée totale du protocole, 1,5 g de rituximab, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis, dans le groupe à dose fixe, 5. Le taux de rechute est le même dans les deux groupes, le taux de rechute majeur est le même dans les deux groupes. Alors, ça vous paraît une petite différence, mais nous sommes dans des effectifs très petits et ça n'est pas significatif. Quant à la survie, vous voyez qu'elle est absolument géniale et toujours comparable. Et quant à l'intérêt des marqueurs, malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui compte, c'est la nature de l'ANCA au début, ou la persistance de l'anticorps au bout d'1 an de traitement. Si vous gardez votre anticorps, vous êtes à risque de rechute. Si vous perdez votre anticorps, le taux de rechute est moindre. Par contre, comme le faisaient certains, ajuster le traitement parce que les ANCA montent ou baissent, le titre, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas faire ça. Et nous avons déterminé dans le groupe MENRIT 100 la même chose que ce qu'avaient montré aussi les Américains. En vert, les PR3, ça rechute. Les malades qui n'ont pas d'ANCA, pas de rechute, ou qui ont des antimyéloperoxydases, et ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui ont négativé leurs ANCA à 1 an, ont un taux de rechute intermédiaire. Et puis, comme nous sommes têtus, on s'est dit on va regarder la durée totale du traitement. Après tout, si on leur rajoute encore 2 ans d'endoxan, 2 ans de rituximab, on va peut-être faire bien. Donc, on a repris ceux de MENRIT 102 qui avaient déjà eu 2 ans de traitement et on les a re-randomisés. Alors, il y a un peu moins de malades, parce qu'il y en a qui ont dit écoutez, docteur, vous avez fait assez, on va peut-être en rester là. Mais ceux qui ont accepté, c'était plus d'une centaine, on les a re-randomisés entre des bolus de rituximab ou du placebo. Et on a regardé à 28 mois ce que ça donnait. Eh bien, vous voyez que si vous avez du placebo, vous rechutez plus que si vous avez du rituximab. Donc, plus on traite par rituximab, moins on a de rechute. Alors évidemment, on ne peut pas proposer des traitements comme ça à l'infini à tous les malades. Encore, on le faisait avec l'Immurel. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir, et une réflexion qui va être forcément, va prendre en considération les problèmes aujourd'hui que nous avons avec le Covid. Je pense qu'il faut traiter longtemps ce qu'on appelle les rechuteurs et arrêter assez tôt le traitement, au bout d'1 an et demi, chez les malades dits non rechuteurs potentiels, en sachant qu'ils peuvent aussi rechuter. La médecine n'est pas aussi simple que cela. Donc, pour la prévention des rechutes, la positivité des anti-PR3, J0 et M12, ça prescrit les rechutes. La rechute, la survenue, ça prédit la rechute, pardon. Les CD19, ça ne prédit pas la rechute. Les ANCA, le titre ne permet pas d'adapter le traitement. Et le taux de rechute est aussi lié à la durée du traitement. Alors, certains ont essayé de prendre des formes de rechuteurs systématiques avec des formes plus sévères que ce qu'on avait. C'est le protocole Ritazarem, où on injecte 1 gramme de rituximab tous les 4 mois. C'est une copie un peu de MENRIT 100 avec des doses plus fortes et chez des malades plus graves. Et la réponse de cette étude est qu'il y a des résultats comparables dans les deux groupes. Vous le voyez, ceux qui ont eu l'Immurel au long cours rechutent plus que ceux qui ont eu du rituximab. Le seul problème de ce protocole, c'est
on pense qu'il va y avoir quand même plus d'effets secondaires infectieux que dans le groupe qui n'a reçu que de l'Immurel. Et à l'aune du Covid, c'est quand même un vrai problème. Alors, pour essayer d'adapter les traitements, je vous en ai mis un score, vous avez vu tout à l'heure, le 5-factor score. Alors, si vous avez plus de 65 ans, si vous avez une insuffisance rénale, si vous avez une cardiomyopathie ou une atteinte digestive, eh bien, ça n'est pas très bon. À l'inverse, si vous avez une atteinte ORL, c'est mieux. J'en parlerai demain. C'est même beaucoup mieux. Donc, les 4 facteurs de mauvais pronostic, alors je peux vous les détailler. 0 facteur excellente survie, moins de 25% de décès. 1 facteur, on est à 25%. 2 facteurs, on est à 50%. Donc, c'est quand même pas rien. Et l'ORL, l'ORL, même si les malades vont chuter tout le temps et viennent vous voir tous les 15 jours, c'est pas grave. Ils vont avoir des tas de soucis, mais ils survivent. Alors, est-ce qu'il faut donner dans des formes légères un immunosuppresseur ou des corticoïdes seuls? Nous l'avons testé, on a pris des formes de vascularite très peu sévères. On leur a donné des corticoïdes dans les 2 groupes avec un schéma fixe de décroissance, azatioprine dans un groupe seulement et du placebo dans l'autre. Et bien, vous voyez que là, il n'y avait pas qu'il y avait des chirurgs, des polyangéites et des PAN. Eh bien, c'est la même chose. Le placebo fait aussi bien que l'immurel pour obtenir les rémissions sans rechute, pour le taux de rémission et pour les décès, c'est une différence non significative. Donc, dans les formes peu sévères, une petite dose de corticoïdes souvent suffit, il n'y a pas besoin de recourir en première ligne à un immunosuppresseur. Si l'un ne va pas bien, bien sûr, on rajoute l'immunosuppresseur, c'est différent. Un des grands soucis, c'est la réduction des corticoïdes. On veut réduire les corticoïdes pour éviter les effets secondaires. On ne possède pour l'instant qu'une seule étude rétrospective, 983 malades, 13 études qui ont été poolées. Et vous voyez qu'en gardant 5 mg, il y a moins de rechute que si vous arrêtez assez rapidement les corticoïdes. Ceci dit, c'est du rétrospectif. Maintenant, il y a des études prospectives en cours et nous verrons ce qui va en devenir. Alors, ne pas oublier l'aspect médico-économique, parce qu'après tout ceci coûte cher. Ces traitements nouveaux coûtent cher, encore que l'arrivée des biosimilaires fait qu'on peut traiter facilement les patients. Je rappelle qu'en Inde, ils ont du rituximab à moins de 100 €, alors que nous les payons 3 000 € le gramme il y a encore 10 ans. Donc, ça a quand même beaucoup changé. Alors, on introduit un paramètre qu'on appelle le QALY, qui est le coût d'une année de vie en bonnes conditions physiques. Alors, les QALY, c'est calculé maintenant systématiquement pour les nouvelles molécules. Et quand on a un nouveau traitement, d'abord, il faut s'assurer qu'il ne fait pas pire que ce qu'il y avait avant. Et c'est la partie jaune, le nouveau traitement améliore le QALY. Donc, on a calculé le QALY pour rituximab. Alors, rituximab, c'était Maptera à l'époque. Donc, c'est 57 000. Alors, ça vous paraît très cher, mais dans les pays européens, aujourd'hui, on considère qu'on peut mettre 50 000 € pour prolonger la vie d'un individu avec une très bonne condition physique. C'est donc le prix. Mais surtout, il ne faut pas croire que pour épargner un médicament, on va faire, c'est mieux d'en donner un pas cher. Parce que malheureusement, avec le pas cher qui est l'Immurel, ils rechutent tous. Enfin, ils ne rechutent pas tous, mais ils rechutent beaucoup. Et le ICER, là, qui est l'incrément du coût, eh bien, montre qu'il suffit en fait de rajouter 224 € à la prise en charge en utilisant le rituximab, et c'est une différence très minime en fait, 2000 dirhams, pour avoir un résultat médical qui est bien meilleur. Alors pourquoi ça? Eh bien, c'est très simple. C'est que quand vous avez 5% de rechute sur rituximab et que vous en avez 28% sous Immurel, qu'est-ce qui va se passer pour les malades qui rechutent sous Immurel? 1, ils vont être hospitalisés. 2, ils vont peut-être passer en dialyse. 3, il va falloir les retraiter. Et là, on ne va peut-être pas recommencer à leur donner le même traitement, donc on va leur donner du rituximab. Et finalement, au bout du compte, à vouloir faire une petite économie initiale, eh bien, on a un très mauvais résultat à long terme. Donc, je vous encourage, et c'est donc
coût efficace comme traitement utilisé du rituximab. Alors, pour terminer, il me reste 4 minutes. Dans le Churg-Strauss, on a des approches à peu près comparables avec le mépolizumab, qui est un anti-IL-5. Pour l'instant, il n'a pas du tout démontré encore son efficacité en traitement d'attaque, mais il a été testé pour prévenir les rechutes, un peu dans la même optique que le rituximab. Donc, vous voyez, on a tous les malades dans leur traitement de fond, le met, un peu de corticoïdes, parfois un immunosuppresseur, et puis on rajoute du placebo ou du mépolizumab. Vous voyez qu'en mettant du mépolizumab, on les maintient mieux en rémission. Et quand on regarde le nombre de rechutes, il y a beaucoup moins de rechutes sous mépolizumab que sous placebo. Donc, ce traitement a aussi un autre intérêt, c'est qu'il permet de réduire la corticothérapie et de moitié, même un malade sur 2 peut arrêter son traitement corticoïde, ce qui est très bien. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas testé sur le plan médico-économique, parce que ça coûte extrêmement cher et ces études ne sont pas faites. Et puis, on voit apparaître un nouveau produit qui sont les anti-chémokines, c'est l'Avacopan, ça vient de sortir dans le New England, vous voyez, en février 2021, et c'est pour essayer d'épargner des corticoïdes. Alors, ça épargne les corticoïdes, et donc ils ont fait un protocole randomisé avec de l'Avacopan dans un groupe ou du placebo. Tous les malades ont une corticothérapie qu'on va essayer de diminuer. Ils ont 4 semaines de rituximab ou de l'endoxan, IV ou oral, et ils n'ont pas de traitement d'entretien par le rituximab. Alors, vous voyez que c'est un peu mieux l'Avacopan, mais quand on regarde l'étude statistique, c'est en fait seulement statistiquement significatif au bout d'1 an, ça ne l'est pas à 6 mois. Et puis surtout, quand on est à 12 mois, on est déjà dans la période d'entretien. Et ne pas avoir donné de rituximab me paraît une faute, ce qui fait que je pense que ce produit n'a pas un grand avenir. En plus, il coûte très cher et je préfère continuer à donner les corticoïdes de façon raisonnable, avec des doses que je diminue progressivement mais rapidement, plutôt que de donner ce médicament. Dernière diapositive sur le Covid-19. Donc d'abord, les vascularites ne prédisposent pas particulièrement à la survenue du Covid-19. Ce qui est à prendre en considération, c'est l'état d'immunodépression. Le problème est lié au traitement par le rituximab, et la plupart des malades vaccinés contre Covid-19 ne développent pas d'anticorps, malheureusement. Donc c'est un réel problème. Et je pense qu'il faut que l'on réfléchisse de nouveau à notre attitude thérapeutique au long cours. Il faut que les groupes de rechuteurs soient mieux isolés pour être traités longtemps et que les non-rechuteurs, qu'on arrête le traitement pour qu'ils reconstituent leur immunité. Je vous remercie de votre attention.